Salut les amis, et j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation sur Easy Training. Vous le savez, c'est vraiment toujours un plaisir de vous avoir dans les cadres des formations sur Easy Training parce que je prends énormément de plaisir à vous entretenir sur des sujets qui me passionnent. Alors, aujourd'hui, ce sera une formation assez particulière, notamment orientée pour ceux qui veulent créer des entreprises dans le domaine de l'IT ou dans tout autre. Parce qu'il faut bien se rendre compte que de nos jours, le digital est partout. Il est autour de nous. Et si vous montez une entreprise, vous aurez forcément besoin d'un système informatique, même minimal. Mais comment est-ce que le DevOps peut vous aider, vous, lorsque vous montez votre structure, à avoir rapidement une infrastructure informatique permettant de supporter votre business? Et c'est bien ça la question. Donc, il y a un lien étroit entre le DevOps et la création de startups. Nous allons donc voir, tout au long de cette formation, comment mettre en place des outils que nous avons jugés à Easy Training nécessaires pour pouvoir pérenniser votre entreprise. Donc, dans un premier temps, il y aura la présentation du coup de la formation et du formateur. Ensuite, on va présenter déjà c'est quoi le rêve, c'est quoi votre objectif, quelles sont vos ambitions. Ensuite, on verra la notion de site vitrine. Pourquoi un site vitrine? Comment le faire? On parlera ensuite de webinaires afin de réaliser des visioconférences. Qu'est-ce qu'on met en place? On verra également la notion de simulateur. Pourquoi mettre en place un simulateur lorsque l'on crée son entreprise et pour réaliser quoi comme tâche afin de délivrer quelle expérience finale à l'utilisateur. Ensuite, on parlera d'ERP qui a en effet pour objectif de nous permettre de gérer tous les pans de notre entreprise et enfin on conclura. Alors, cette formation, c'est vraiment un retour d'expérience de comment est-ce que nous on a monté Easy Training et de comment est-ce que le DevOps nous a aidé afin de mettre cela en place. Donc, accrochez-vous les amis, on va démarrer. Nous allons déjà commencer par présenter du coup la formation. Donc, moi, je suis Diran Tafen, votre formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. J'ai accompagné, en tant que consultant, énormément d'entreprises, grosses comme petites, à la mise en place d'une stratégie DevOps et d'une stratégie de migration vers le cloud. Et je suis également certifié sur un certain nombre de technologies dans le DevOps et également dans le cloud. Et au quotidien, je forme des gens, je transmets mes compétences pour que on va dire les consultants, les indépendants et même les salariés puissent atteindre un top niveau sur les technologies telles que Kubernetes, Docker, etc. afin d'optimiser le déploiement de leur application, afin d'accélérer leur croissance. Ah, et voilà le nœud de notre problématique. Accélérer la croissance. Qui dit accélérer la croissance dit éventuellement start-up. Parce que lorsque vous montez une entreprise, vous avez besoin de frapper fort, d'avoir une infrastructure qui supporte vos besoins. Et c'est pour ça que, par exemple, à Easy Training, on a utilisé ces mécanismes-là afin de répondre de façon agile aux besoins de nos clients. Donc, ce sera une formation sans tabou où on vous montrera au fur et à mesure ce que nous avons fait afin de supporter la charge de trafic sur notre site, afin de voir comment est-ce qu'on a déployé nos outils grâce au DevOps. Comme dans toutes les formations, il y a des prérequis. Alors, sauf bien sûr pour les formations où on part de zéro. Mais en l'occurrence, pour cette formation, si je ferai des démos concrètes qui sont faites pour des personnes qui viennent de l'IT. Donc, si vous ne connaissez pas l'IT, vous allez juste regarder la vidéo et savoir en effet qu'il y a des outils qui existent, mais pour pouvoir les mettre en place, parce que là, je suis sur le concret. Le but, c'est que je vous montre comment mettre en place petit à petit ces outils technologiques-là qui permettront d'accélérer votre croissance et de répondre à vos besoins, notamment grâce au DevOps. Donc, il faudra des compétences en cloud, en containerisation, en notion également d'automatisation, etc. Donc, je reviendrai dessus au fur et à mesure que nous allons avancer, mais globalement, sachez que pour mettre en place les éléments qu'on va produire dans le cadre de cette formation, il vous faudra absolument avoir des notions dans le domaine technique du DevOps. Et si vous ne les avez pas, je vous conseille de regarder juste la formation et de voir un peu
comment est-ce que l'IT, notamment grâce au DevOps, nous a permis d'accélérer notre croissance chez EasyTraining. Je suis convaincu que toute personne a un rêve. Un rêve qu'il chérit et qui permet qu'il puisse se réveiller chaque matin et qu'il se donne à fond dans ce qu'il fait. Il y a également des rêves qui sont inavoués et que des gens refoulent, soit par manque d'argent, soit par manque de compétences, et qu'ils ne réussissent pas à mettre en place dans leur vie. C'est pour ça que je souhaitais d'abord faire cette première introduction-ci sur la notion de rêve. Pour moi, si on ne rêve pas, on est comparable à un mort, parce qu'on n'a pas d'ambition. Et j'ai bien aimé cette phrase de BPI France, qui est un organisme qui accompagne les entrepreneurs en France. Entrepreneurs, mettez-vous en rêve général. Pour ceux qui viennent de l'informatique, ils savent souvent qu'on appelle, on va dire, le fait que la machine parte en veille, machine va en veille prolongée. Et là, BPI France nous dit, entrepreneurs, mettez-vous en rêve général. Ça veut dire qu'on part d'un rêve. Ça veut dire qu'on part d'une ambition. Ça veut dire qu'on part d'une destinée même à la limite. Et il est important de savoir que lorsque vous menez un projet, c'est en réalité un rêve que vous essayez de mettre en œuvre. Soit c'est le vôtre, soit c'est celui de quelqu'un. Mais pour le mettre en place, ça va nécessiter un certain nombre de techniques, de mécaniques, de technologies, de mécanismes, je vais dire, et de technologies. Et nous sommes là pour voir comment réaliser ce rêve-là, en fait. Nous sommes là comment voir la matérialisation. Alors, moi, je ne me situe pas dans la partie développement personnel, gestion de projet, non. Moi, je suis principalement dans le concret, c'est-à-dire la mise en œuvre. Mais il faudrait déjà vous poser la question, pourquoi est-ce que je monte toute cette entreprise? Ou alors, pourquoi est-ce que j'aide ces entreprises à atteindre leur niveau? Ou alors à atteindre, on va dire, leurs objectifs? C'est vraiment cette question-là qu'il faut vous poser au départ. Sinon, votre rendu ne sera pas forcément pertinent. Et lorsqu'on lance un projet, généralement quand on parle de start-up, c'est qu'on veut croître assez rapidement. Et il faudrait, comme je l'ai précisé en introduction, une infrastructure, une plateforme qui permet d'assurer la croissance de notre activité. Donc, pour me résumer, il vous faut déjà avoir un rêve, une ambition que vous souhaitez mettre en œuvre, ou alors l'ambition de quelqu'un qui vous a sollicité. Parce qu'il faut savoir que cette formation est aussi faite pour vous aider, vous, en tant que freelance ou consultant, à réaliser les rêves d'autres personnes. Imaginons, on vous appelle et on vous dit, oui, on a besoin d'une plateforme qui ferait ça, 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 ça. Ben, vous allez donc aider la personne à réaliser son rêve. Donc, tout part de là, en fait, tout part d'un désir. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Et ceux qui bâtissent un pays, ce sont les entrepreneurs. Parce que c'est eux qui vont créer de la valeur, créer de la richesse. Et créer du travail même. Parce que c'est eux qui embauchent des salariés. Donc, il faut rêver tout le temps. En tout cas, moi, je suis un rêveur né. Et j'ai pensé à la mise en place de différentes structures, de différentes startups. Et je vais vous parler de celle qui a le plus réussi et vous montrer mon expérience dans ce que j'ai appris sur le DevOps et dans la mise en place de cette structure-là. Comme je vous l'ai précisé à l'entame de la formation, le but de cette série de vidéos, c'est vraiment de vous aider à concrétiser votre ambition et comment est-ce que l'IT peut vous y aider. Ce n'est pas un cours de marketing digital, vous en avez suffisamment sur Internet. Là, on va parler essentiellement de technique informatique. Donc, cette formation est réservée à des personnes qui ont de la technique en informatique. Bien. En ce qui concerne donc le rêve d'EasyTraining, je me suis rendu compte que j'avais une certaine passion pour l'enseignement. Mon père est enseignant, ma mère est enseignante, mon frère même est enseignant d'État. Et j'ai également vu que j'ai cette fibre-là. Cette fibre qui me permet de transmettre un savoir, une compétence, un message assez facilement. Et je me suis dit comment élargir cela parce que j'ai déjà les gens autour de moi. Je me suis dit comment est-ce que je peux élargir cette compétence-là ou alors élargir
la transmission de mes compétences à des gens dans presque tout le monde entier. Et c'est là où j'ai pensé à un système qui me permettra de former des salariés dans tout le monde entier. Former des salariés dans tout le monde entier avec la contrainte qui est liée au fait que ces salariés-là travaillent en journée. Parce qu'il faut bien gagner son pain quotidien. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi ne pas les former en soirée et en continu. Ça veut dire qu'au lieu de faire des formations de 2-3 jours et charger les gens à bloc avec des concepts qu'ils vont oublier le lendemain, pourquoi ne pas les former sur un mois avec 1 heure chaque soir sur le thème qui les intéresse. Et c'est de là qu'est né Easy Training. Donc, au quotidien, nous formons des gens, parce que je ne suis plus le seul formateur, nous formons des gens sur des domaines de l'IT principalement, même si on a aussi d'autres formations dans la vente, on va dire quoi, dans la création de ressources, etc. Mais Easy Training vient à la base pour former des gens sur des concepts IT. Et la seconde raison, c'est également de pouvoir anéantir les frustrations des consultants. Moi, en tant que consultant dans l'IT pendant quelques années, j'ai subi énormément de frustrations involontaires de la part de mes collègues, mais qui étaient révélateurs de mon manque de compétences. Donc, j'étais junior, on va dire comme ça. Et quand on est junior, ben, les collègues n'ont pas toujours le tact de comprendre que nous venons de débuter. Donc, quand quelque chose n'allait pas, on disait que c'était tyranne. Quand quelque chose ne marchait pas prendre, on disait que c'était tyranne. Bref, je me suis dit, ben, je vais changer les choses et je vais aider ces consultants-là qui, au quotidien, souhaitent en effet monter en compétences rapidement et pouvoir convaincre le client en face d'eux qu'ils peuvent rester en mission. Parce que c'est aussi l'une des problématiques que l'on rencontre. C'est que quand on a un manque de compétences, ben, on nous éjecte en fait de missions, généralement dans le cas des ESN. Et Easy Training a donc pour ambition de diffuser la connaissance de qualité dans tout le monde entier, mais aussi de permettre de combattre les frustrations que les consultants rencontrent en mission en les formant sur les technologies sur lesquelles ils font face. C'est-à-dire, lorsqu'on a certains consultants qui sont en mission et ils travaillent sur certaines technologies, mais ils nous écrivent et nous, on les accompagne dans la montée en compétence de ces technologies-là afin qu'ils puissent marcher tête haute au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est mon rêve et il est en train de se réaliser parce que nous avons déjà formé plus de 300 personnes sur des technologies diverses et variées et le résultat est spectaculaire. On a maintenant des consultants qui sont dans tout le monde entier, en Afrique, en Europe principalement, et qui sont allés travailler en fait en Suisse, qui ont eu de nouvelles missions, certains sont devenus freelance, etc., etc. Donc c'est plutôt une belle réussite pour l'instant. Et moi j'ai souhaité transmettre ce savoir-faire qu'on a eu à mettre en place, mais plus dans la partie IT. Comment c'est assurer que l'IT puisse nous aider à supporter la croissance de notre activité. Et quand je dis IT, je parle là vraiment de DevOps. Nous allons passer maintenant aux mises en œuvre concrètes de notre rêve. Il faut savoir que si vous avez l'ambition de créer une startup ou d'aider une startup, il vous faudrait mettre en place un site vitrine qui permettrait de présenter votre offre et qui, lui, aura pour objectif de résoudre le problème d'un client final. Alors, le DevOps, déjà, c'est quoi? C'est une culture qui permet de délivrer beaucoup plus vite, de livrer beaucoup plus vite et d'être agile au sein du système d'information. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça signifie que si le client dit par exemple qu'il voudrait que ce bouton-ci soit plutôt à droite et pas à gauche, ben qu'immédiatement, après quelques minutes, vous puissiez déployer une nouvelle version de votre application ou de votre site avec la correction qui a été apportée. C'est ça le but du DevOps. C'est d'accélérer cela. Et vous comprenez donc qu'il y a un lien avec les startups parce que les startups ont une forte croissance. Ça veut dire qu'il faut éventuellement intégrer un certain nombre de paradigmes qui permettront d'optimiser leur SI pour supporter leur croissance. Et bien sûr, quand on dit le SI, c'est l'ensemble des systèmes informatiques qui permettront de résoudre le problème du client. Ça, c'est clair.
Donc, en ce qui concerne les sites vitrines, vous devez savoir qu'on a plusieurs solutions. Et grâce à l'open source, on a nos CMS, Content Management System. Et on en a, qui sont utilisés par de très grandes sociétés comme Spotify, CNN, et ainsi de suite. Vous avez WordPress, qui est, on va dire, l'une des légendes vraiment dans le monde des CMS, mise en place de sites. Vous avez également Joomla, que moi je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais j'ai eu de très très bons retours par rapport à ça. Ensuite, vous avez Drupal, vous avez Magento, que j'ai aussi connu directement lors de mes recherches. Vous avez également PrestaShop qui permet de mettre en place des shoppings, donc assez facilement. Et vous avez également OpenCart qui vous permet aussi de builder vos différents sites internet, de mettre en place des marketplaces. Et vous voyez que ce sont des solutions qui sont utilisées par énormément d'opérateurs. Ce que vous devez comprendre au travers de ce slide ici, c'est que mettre en place un site internet, ou en tout cas quand vous êtes informaticien, parce que je précise bien, hein, ce n'est pas pour une personne lambda, c'est pour un informaticien ou une personne passionnée d'IT. Voilà, parce que vous avez des personnes qui font dans la mécanique, mais qui sont passionnées d'IT. Donc la formation leur est aussi destinée. Vous pouvez donc héberger votre solution à bas coût avec ces CMS-là, parce que l'open source a permis de démocratiser énormément d'outils et a permis de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir faire de l'IT pour résoudre ses problèmes au quotidien. Donc, les CMS représentent un enjeu majeur afin de mettre en place votre site vitrine pour présenter vos produits. Ensuite, pour les personnes un peu plus moins expertes, vous avez des solutions SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire on vous propose directement la solution auto-hébergée par quelqu'un dans le cloud. Ça peut être un cloud tel que Wix, Webly, Ionos, ou donc One and One, Shopify, Joomdo, Webnode, et il y en a tellement. Ce sont des solutions que vous pouvez utiliser clé en main et qui vous permettent rapidement de mettre en place votre site pour présenter vos offres. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est une startup, on tâte le terrain. On regarde si le projet va marcher ou pas. Donc, on ne se peut forcément engager beaucoup d'argent. C'est pour ça que l'on tâte et que l'on prend d'abord des outils assez simples pour mettre en place votre site internet. Parce que lorsque vous aurez en effet 5 ans d'existence et que vous aurez des millions de dollars dans votre compte bancaire, ou des centaines de milliers d'euros dans votre compte bancaire, vous pourrez prendre l'initiative de faire un site internet à la main. Donc ça, c'est bien. Mais sauf que nous sommes dans l'univers des startups où on voudrait, en effet, délivrer plus vite. Surtout si votre but, c'est uniquement de présenter votre offre ou alors de faire en sorte que votre client consomme vos offres. Vous avez des solutions où vous pouvez développer vous-même à la main en faisant du Node, du PHP, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous voulez faire les choses à la main. Mais moi, je suis dans l'hypothèse où vous souhaitez avoir une solution qui puisse vous permettre de démarrer avant de la complexifier par la suite. Donc, les solutions SaaS sont vraiment très utiles lorsque vous voulez aller doucement, calmement et ne pas forcément engager beaucoup de frais. Voilà. Vous n'avez peut-être pas de base en programmation informatique, mais quoique, vous avez aussi des informaticiens qui eux-mêmes utilisent en fait ces outils-là quand ils veulent mettre en place des sites vitrines pour leurs clients. Donc, on va dire que c'est un peu la solution rapide pour pouvoir mettre en place votre site internet. Mais il faut savoir que le contre-coup, c'est qu'il y a plein de customisations que vous ne pourrez pas faire, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres alternatives pour pouvoir représenter vraiment ce que vous souhaitez faire sur votre site. Mais au départ, comme je vous l'ai dit, le but c'est de délivrer beaucoup plus vite. Et nous allons voir comment est-ce que chez Easy Training, nous faisons en effet pour répondre à cette problématique-là de mise en œuvre de sites vitrines. Chez Easy Training, à nos débuts, comme je vous ai dit, le but c'était en effet de partager nos connaissances. Et pour partager ces connaissances-là, on avait besoin de présenter nos différentes offres de formation. Et pour mettre cela en place, on a utilisé WordPress, qui actuellement est la solution qui nous permet de gérer que ce soit nos abonnements, nos ventes de formation, donc directement sur le site, nos coachings, et de pouvoir également délivrer
nos vidéos de formation à nos clients. On a également mis en place un blog où on a des experts que l'on a déjà formés nous, qui viennent maintenant partager via des articles leur expérience dans le domaine du DevOps. Donc ça veut vraiment dire que on a réussi à créer un écosystème grâce à WordPress et qui permet de répondre du coup aux besoins de nos clients. Et en moins, par exemple, d'une semaine, on a réussi à mettre tout cela en place. Vous voyez, c'est important lorsque l'entreprise se crée d'avoir vraiment des solutions aussi simples à mettre en place. Aussi simples, bien sûr, entre guillemets. Parce que dans l'équipe, nous sommes des informaticiens. Et comme je vous dis, cette formation est pratique et elle est faite pour des informaticiens qui souhaitent rapidement répondre à certains besoins, grâce notamment au DevOps. Alors, le DevOps ici, il va être matérialisé par le fait que on sera capable, nous, de pouvoir automatiquement déployer nos ressources et également de pouvoir rapidement mettre à jour notre infrastructure. Pouvoir également automatiser nos backups. Donc, je vous montrerai l'ensemble des pans, l'ensemble des étapes qu'on a suivies pour mettre en place ces outils. Donc, je vous dis à la vidéo suivante. À EasyTraining, nous utilisons AWS afin de supporter notre infrastructure. Parce qu'en effet, quand on démarre, on n'a pas forcément les moyens d'avoir une salle serveur où on va connecter des machines, etc. Non, il nous faut un service d'hébergement de l'ensemble de nos applications. Comme moi, j'ai été formé sur AWS à l'école, mais du coup, c'est pour ça en fait que je l'utilise. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser du OVH, de l'Azure, de la Libaba Cloud. Bref, c'est à vous de choisir. Donc, moi, je vais faire mes démos sur AWS parce que c'est ce que j'utilise en effet au quotidien. Donc, AWS, c'est un service de cloud public et qui va nous proposer des services de type IaaS, PaaS et SaaS dans l'optique de nous permettre de déployer beaucoup plus facilement notre application et de payer uniquement ce que l'on consomme. Ça veut dire que le but, en effet, du cloud, c'est de réduire nos coûts opérationnels afin de nous permettre de délivrer beaucoup plus vite. Ça reste en effet encore dans le cadre d'une approche DevOps qui voudrait que l'on puisse être opérationnel assez rapidement. Bien. Alors, sur AWS, nous allons utiliser le service CloudFormation pour automatiser le déploiement des machines virtuelles qui vont supporter nos applications. Nous allons également utiliser le principe d'EC2, donc qui vont héberger elles-mêmes en effet nos applications parce que CloudFormation sera plus pour déployer l'infra. Et au niveau de ces deux, on pourra en effet gérer la partie Security Group, on pourra aussi gérer la partie machine virtuelle et on va utiliser également la notion de VPC pour pouvoir définir l'architecture réseau sur laquelle vont s'adosser en effet nos ressources. Bien. Sans plus tarder, on va déployer notre WordPress. Il est également très important lorsque vous démarrez une activité d'avoir un nom de domaine. Alors, moi j'utilise comme nom de domaine easytraining.fr, mais il est important dès le début, dès même la conception de votre proposition de solution, d'avoir un nom de domaine que vous allez utiliser. Vraiment très très important. Alors, je vais me connecter à mon opérateur GoDaddy et voici mes différents domaines. Pozos.fr, PWBTworld, EasyTraining, etc. Donc, grâce notamment à ce domaine-là, je pourrais en effet faire en sorte que mes utilisateurs tapent plutôt easytraining.fr pour arriver en fait sur notre site internet. Alors, ce que je vais déjà commencer par faire, c'est vous montrer où est-ce que je crée les entrées DNS. Donc, à chaque fois, je me perds un peu, mais c'est pas grave. Les domaines. Parce que je ne viens ici que lorsque je veux créer des entrées DNS, hein, et après, je ne passe plus trop là. DNS, tac, modèle, gérer les zones. Voilà. Gérer les zones, mes domaines. Alors, je pensais qu'il serait suffisamment malin pour me mettre directement où je voulais. Alors, normalement, en cliquant ici, ils ont dû modifier l'interface entre-temps.
Ajouter un site, mail, vendre. Non, je vais pas vendre, moi. Paramètres supplémentaires à gérer les DNS. Gérer les DNS. Voilà. Donc, c'est ici, en effet, que j'ai mes différentes entrées DNS. C'est ici que je les crée. Donc, lorsque je sais que je vais déployer une infrastructure sur AWS, ben, je me prépare déjà à créer l'entrée DNS qui va bien. Et ici, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est créer une entrée DNS qui va pointer en effet sur le WordPress que je vais mettre en place. Donc, je reviens sur ma partie EC2 et je vais créer du coup ma machine virtuelle qui va héberger mon WordPress. Mais déjà, il vous faut un hébergeur DNS parce que ce sera indispensable, surtout si vous voulez que vos clients, en effet, arrivent sur votre site internet à partir de votre nom de domaine. CloudFormation, c'est un service AWS qui nous permet facilement de créer des infrastructures en les décrivant dans un fichier. Donc, nous, ce qu'on a à EasyTraining, c'est un certain nombre de stacks. Donc, ce sont des fichiers qui sont déjà des modèles, en fait, qu'on utilise pour décrire l'infrastructure que l'on souhaite déployer. Et là, je vais déployer une infrastructure avec Docker à l'intérieur. Vous voyez, directement avec Docker à l'intérieur. Donc, j'aime bien utiliser Atom comme éditeur, donc je vais prendre ça, en fait. Parce que malheureusement, ils ne permettent pas dans AWS CloudFormation de pointer en fait sur un fichier Git. Donc on va déjà mettre ça là. Voilà. Autant que ça charge. Voilà. Et je vais faire Save. Voilà, je vais le mettre dans mes téléchargements et je vais l'appeler WordPress ec2.yaml. Ok, il enregistre. Très bien. Donc, lorsqu'il a enregistré, je vais vous montrer rapidement ce que je dis en effet dans ce fichier-là. Donc, c'est simplement un fichier qui va me permettre de créer une machine virtuelle. Et dès que la machine va en fait se créer, je vais automatiquement installer Docker. Parce qu'il faut savoir que nous, on utilise énormément Docker pour pouvoir déployer nos applications beaucoup plus rapidement. Ensuite, j'ai défini les security groups, donc par défaut 22 et 80, même si on mettra du HTTPS par la suite. Mais voilà globalement ce que fait cette stack-ci. Elle me permet de gagner énormément de temps dans la mise en place de mes infras en fait, parce que j'ai déjà tout décrit ici. Et si je veux déployer une nouvelle plateforme, ben, je modifie simplement et ensuite je déploie. On va utiliser une image qui a cet ID ici, c'est tout simplement un CentOS. Donc c'est l'ID d'une image qui est sur AWS et qui représente du CentOS 7. Afin de pouvoir nous connecter à nos instances, à nos machines virtuelles, on va devoir créer une clé paire qui est tout simplement un couple de clés publiques et clés privées qui va nous permettre d'accéder à nos ressources en SSH. Voilà, donc j'ai déjà une paire de clés ici qui s'appelle DevOps et qui me permettra en effet d'accéder à mes ressources. Donc je peux en créer une de plus. Hein. Allez, on va le faire. Donc je vais appeler cette clé-là training.pem et je fais create. Et là, il télécharge une clé privée que je vais garder jalousement et qui va m'aider lorsque je vais vouloir me connecter à ma machine. Et maintenant, je suis prêt à lancer ma stack. L'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi également AWS, c'est qu'il nous offre des crédits qui peuvent aller jusqu'à 1000 € quand vous débutez votre activité, donc encore dans l'informel, et jusqu'à 10 000 € lorsque vous avez une structure bien en place. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. D'autres cloud opérateurs proposent dorénavant cela, mais au départ c'était Amazon qui était les premiers à proposer ça. Donc ça a encouragé énormément de startups à utiliser directement les services d'Amazon parce qu'ils avaient 10 000 € qu'ils pouvaient bousiller comme ils voulaient. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de CloudFormation, ben, du coup j'upload. Voilà. Et tac, je cherche WordPress EC2. Suivant. Je peux l'appeler du coup WordPress tac. Ensuite,
Je peux mettre la taille, donc je vais aller sur du T2 small. Au niveau de la clé, je vais utiliser la clé training que j'ai déjà juste de faire. Et au niveau de l'ouverture des ports, ben, du coup, je vais laisser ça. Très bien. Donc ensuite, suivant. Et create stack. Donc là, il va provisionner mon infrastructure sans que j'ai, grosso modo, pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire. Donc, on va patienter et à un moment donné, il va lancer la création de notre ressource parce que je peux actualiser ici. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc là, il est en train de lancer cette instance-là. Ça va pas tarder. Vous voyez, là, l'instance est en train d'être créée. Alors, par anticipation, je vais mettre un nom, pardon, qui va s'appeler WordPress. Et je vais faire un save. Voilà. Pendant que l'instance finit son initialisation, parce qu'après la création de la VN, il y a en fait l'installation de Docker qui doit être faite. Donc en attendant, je vais créer mon entrée DNS. Donc je récupère l'IP publique de ma machine virtuelle, là, et je vais au niveau de mon gestionnaire DNS et je crée une nouvelle entrée de type A. Et celle-là, on va dire que ce sera un sous-domaine. Hein. Ce sera un sous-domaine que je vais appeler WordPress. Oui, mais juste WordPress, ce serait déjà pas mal. Parce que je pense pas que j'en ai ici qui s'appelle WordPress. Ok. Donc ça va s'appeler wordpress.easytraining.fr. Donc j'enregistre. Voilà. Maintenant, on va se connecter à notre machine virtuelle pour voir si tout est déjà prêt. Maintenant, nous allons nous connecter en SSH sur notre instance. Donc là, j'ai créé un dossier sur Mobaxterm. Donc moi, j'utilise en fait Mobaxterm pour me connecter en SSH. Vous pouvez utiliser l'outil que vous souhaitez, que ce soit Putty ou même votre terminal Windows. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup de sessions à gérer que j'utilise en fait Mobaxterm qui me permet de les classer proprement. Ensuite, je vais donc dans My Story. J'ai créé un dossier qui s'appelle My Story, donc mon histoire. Et je mets dans SSH l'hôte distant. Voici son IP. Son username, c'est CentOS parce que je sais quelle est l'image que j'ai utilisée. Pourquoi est-ce que je prends CentOS? Tout simplement parce que c'est un OS que j'utilise depuis très longtemps en fait et qui m'a permis d'expérimenter tellement de choses que j'ai appris à l'utiliser, à le domestiquer au fur et à mesure. Donc le nom de session qui va s'afficher, ce sera WordPress et je vais donner ma clé privée. Donc ma clé privée que j'ai téléchargée tout à l'heure se trouve sûrement dans mes téléchargements. Alors, bibliothèque, téléchargement, Training PEM, ok. Et là, il réalise la connexion en SSH. Donc je suis bien sur ma machine CentOS. Je vais faire une petite aparté pour vous présenter comment est-ce que nous on conçoit en fait nos infrastructures à EasyTraining. On conçoit nos infra sous forme de blocs. Ça veut dire quoi? Si je souhaite par exemple avoir mon application qui est là, avec le code qui est par exemple ici qu'on a produit, on va se dire qu'est-ce qu'il faut comme prérequis pour mettre cela en place. On va dire 1, il nous faut une VM. 2, il nous faut par exemple Docker. 3, il nous faut par exemple un serveur web. Et 4, il nous faudrait éventuellement un certain middleware, hein, on va dire comme ça. Ou encore, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Il nous faut la partie firewall. Allez, il nous faut configurer aussi les firewalls. Voilà. Supposons qu'on ait ça. Alors, chacun en fait va constituer un bloc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va essayer d'automatiser les briques les plus importantes. Par exemple, on prendra ces deux-ci et on en fera un bloc de VM. Et ça correspond en effet à la stack, donc le fichier YAML que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est en fait comme ça que nous on conçoit les infras. Et si on se rend compte qu'on a énormément d'infras à déployer avec un serveur web à l'intérieur, bon, on pourra du coup créer une autre infra ou alors une autre stack qui va embarquer tout cela en fait. C'est pour cette raison que je suis venu tout à l'heure sur mon GitHub et vous avez vu que dans le cursus DevOps qu'on a par exemple, j'ai
plein de stacks qui embarquent Ansible, EKS, GitLab, etc. Donc, en fonction de notre besoin, bon, on a déjà une stack qui est préparée en conséquence, en fait. Et c'est simplement une juxtaposition des blocs. Si j'avais des choses à installer en plus, ben, j'aurais simplement pris ce modèle ici qui me permet d'installer Docker et j'aurais rajouté en fait les différents éléments permettant de déployer ma plateforme. Et en l'occurrence, ici, il nous faudra rajouter un bloc pour l'installation de Docker Compose. Parce que notre but, en effet, c'est d'accélérer la phase de déploiement. Et lorsque vous avez de la maintenance à faire sur ce genre de plateforme où vous n'avez pas utilisé un Docker Compose, mais il faut regarder les conteneurs qui sont là, regarder comment est-ce qu'ils ont été déployés, et ça, ce n'est pas pratique. C'est pour ça qu'on va installer Docker Compose. Tac, tac, installe. Voilà. Donc, pour l'installer, c'est assez simple, et je précise bien que j'aurais pu le mettre directement dans ma stack, hein. J'aurais pu le mettre directement là-bas. Mais sauf que on n'en a pas toujours besoin. Donc, la stack qui est la plus consensuelle, c'est avec Docker directement. C'est celle avec Docker directement. Donc, je fais un chmod. Tac, tac. Alors, no such file, could not, no error. Alors, est-ce que ma machine aurait un problème? Ah oui, je crois que j'ai un problème DNS. Alors, c'est lié à l'image que j'utilise en fait. À l'image... tac. Il y a vraiment un problème au niveau de l'image CentOS que j'utilise. Donc, je vais modifier directement. Voilà. En mettant serveur 8.8.8.8. Alors, le nom c'est... Alors, resolve.conf. DNS. Ok. On va rapidement modifier ça. Ah, c'est name server. On va dire que ma mémoire me joue des tours. Donc, cette image que je suis ici, elle est quand même assez vieille, hein. Donc, c'est pour ça que elle ne réagit pas très bien. Et ce qui est impressionnant, c'est que, en fait, en tout cas, ce qui m'impressionne moi, hein, c'est que lorsque la machine virtuelle se lance, en fait, il réussit bien à installer tout ce qui va bien. Il réussit à installer Docker et tout ce qui va bien. Mais bizarrement, quand je me connecte ensuite en SSH, ben, il n'a plus les informations. Donc, cette image-là doit être un peu toilettée. Bon, je ferai un mail à ceux qui gèrent cette image-là. Donc, je rends maintenant exécutable. Très bien. Et, tac. Donc, CentOS, normalement, il a les droits qui vont bien. Docker PS. Bon, je mets déconnecte et je me reconnecte parce que peut-être que les droits de CentOS n'ont pas encore été pris en compte. Donc, Docker PS. Voilà. Donc, normalement, là, c'est bon. Et j'ai également Docker Compose qui est également là. Très bien. Donc, j'ai mes deux utilitaires principaux qui sont là. Parce que par le passé, en fait, il fallait installer WordPress à la main, créer des dossiers et tout. Mais avec la containerisation, c'est beaucoup plus facile de gérer le déploiement des applications. Et donc, d'accélérer notre mise en production. Alors, maintenant que tout est prêt, la VM est prête, on a Docker Compose, on va maintenant déployer notre solution. Et pour mettre cela en place, du coup, pour WordPress, on a besoin d'une base de données, donc MySQL 5.7 en l'occurrence. Ensuite, on a besoin de WordPress en lui-même. Très bien. Pour assurer la sécurité de notre plateforme, on aura besoin de la partie SSL, qui sera gérée par Nginx Proxy et Nginx Proxy Companion Let's Encrypt pour demander nos certificats. Et pour administrer notre base de données, faire les backups ou des opérations d'administration, on aura besoin également de PHPMyAdmin. Donc, voilà un peu notre stack de déploiement de WordPress. On ne s'est pas limité à utiliser WordPress. Non. On a en plus mis en place des outils qui vont permettre d'administrer cette dernière. Bien. Autre chose, vous remarquez qu'il y a un port en plus ici qui est ouvert, notamment celui de Nginx Proxy. Ça veut dire qu'il faudra ouvrir le port au niveau de notre security group. Donc, je vais revenir sur mon instance et dans la partie sécurité, j'ai ma security group ici. Tac. Et je vais aller éditer les inbound traffic, rajouter la partie donc HTTPS. Alors, HTTPS, voilà.
from anywhere, même si c'est une faille de sécurité. Et ensuite, le 80-80 pour phpMyAdmin. Donc, je fais un save, anywhere, je fais un save. Voilà. Donc là, je viens d'ouvrir ma security group et maintenant, je peux aller déployer mon WordPress. Donc, je vais faire un CTRL-C, donc je vais copier ce fichier-là. Hop là, touc, touc. Je vais faire un dossier ici qui va s'appeler WordPress. Je vais aller dans le dossier et je vais faire du coup un vi dockercompose.yaml afin de pouvoir déployer du coup mon application, en sachant que le nom de domaine que j'ai utilisé ici, et où c'est bien wordpress.easytraining.fr parce qu'on a créé l'entrée DNS tout à l'heure. Bien. Je vais faire un docker compose -d. Voilà. Et là, du coup, les images sont récupérées, tout ce qui va bien. Et automatiquement, ces éléments-là vont se paramétrer. Et c'est aussi ça, en fait, l'approche DevOps. Comme on l'a dit, c'est pour accélérer le déploiement, mais même aussi la configuration. Donc, tout ce qui peut être automatisable, mais il faut qu'on l'automatise. Et les conteneurs, dans ce sens-là, jouent un énorme rôle. C'est pour ça qu'une entreprise qui n'utilise pas les conteneurs, vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Parce que là, on a tellement d'actions qui seront faites de façon automatique au niveau de la création de la base de données, de la définition des mots de passe, vraiment de gestion des certificats. C'est vraiment tout fait de façon automatique. Vous avez vu, j'ai lancé cela ici. Et j'ai lancé. Donc là, il est en train de récupérer phpMyAdmin. Et il va me rendre directement la solution disponible. Donc là, il est en train de lancer Nginx Proxy. Il prend également le compagnon qui va demander les certificats de façon automatique pour le nom de domaine que j'ai mis. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse pointer au niveau de mon gestionnaire de DNS, en l'occurrence GoDaddy, pour qu'il fasse ce travail-là. Donc, Docker PS. Et ensuite, si je fais un Docker logs de Let's On Script. Donc là, déjà de Nginx Proxy. Voilà, tac, 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 tac. Là, il a fait le challenge. Vous voyez? Il a en fait lancé un challenge pour être sûr que WordPress, etc. Donc voilà, il fait un challenge. Est-ce que le domaine t'appartient? Est-ce que le domaine, c'est bien le tien? Et du coup, il vérifie. Il vérifie pour me produire les certificats. Certificats qu'il va mettre dans etc, Nginx, cert. Voilà. Vous voyez, il a fait la demande des certificats et c'est déjà là. Je gagne du temps. Alors, moi, j'ai un profil administrateur système, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais je suis persuadé que les développeurs peuvent vraiment assez facilement réaliser ces tâches-là. Regardez le temps que je gagne. Et cette VM qui est en cours d'exécution là me coûte 9 $ par mois. Je dis bien 9 $. Imaginez si vous êtes en début d'activité et que vous avez une plateforme comme ça que vous pouvez gérer, voilà, créer, supprimer. Parce que je sais qu'on donne souvent des VPS aux gens. Mais pour moi, les VPS ne sont pas aussi agiles, surtout si on n'utilise pas les conteneurs en fait. Vous voyez, moi j'aime bien pouvoir recycler mes machines. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir la main dessus. Donc, il me faut des machines virtuelles concrètes. Et là, ma machine virtuelle, je peux en faire absolument ce que je veux. Donc, si je fais un docker logs de l'autre conteneur, WordPress. Ok, donc lui, il a bien démarré. Tac, 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 tac. Maintenant, si je prends... alors, il est où? Voilà, là, nom de domaine, WordPress. Bon, je vais enlever le point de la fin là. Et vous voyez, je suis en face de mon WordPress avec certificat SSL. Certificat SSL. Et donc, je cherche la langue, français, continuer. Automatiquement, il se connecte à la BDD. Voilà, donc identifiant, Toto. Bien sûr, ne pas mettre Toto quand vous allez déployer pour votre client ou pour vous-même. C'est important. Alors, Toto, @toto.com, installe WordPress. Voilà, donc il est bien là. Se connecter. Toto. Et me voilà donc sur mon WordPress. Vous voyez, je peux aller sur le site, je peux commencer à travailler, faire mon shop, installer mes plugins, etc. Mais déjà là, j'ai mon WordPress qui a été mis en place.
Et comme je l'ai précisé, cette formation n'est pas faite pour vous apprendre à utiliser WordPress. Non. Nous sommes là pour vous montrer comment est-ce que des outils informatiques peuvent être rapidement mis en œuvre pour vous aider à, on va dire, accélérer votre croissance en fait. Donc, vous avez déjà la partie article si vous voulez mettre en place un blog, la partie média, la partie page si vous voulez définir. Vous pouvez même customiser directement votre page à partir d'ici. Et dans le cas de Easy Training par exemple, vous voyez, c'est le même principe qui a été utilisé. Vraiment le même. Et donc nous, c'est exactement WordPress qui est utilisé dans ce sens-là. On a au niveau du tableau de bord l'équivalent de ce que vous avez ici. Hein. C'est vraiment l'équivalent. Sauf que nous, on a installé plein de plugins. On a plein de plugins qui ont été installés pour pouvoir travailler sereinement. Voilà, donc on a des plugins. Ensuite, rapide état des lieux du coup de la mise en place de WordPress pour Easy Training. On a déjà la page d'accueil qui nous permet d'aller sur nos différentes formations, nos abonnements, nos prochaines formations et les témoignages. Ça, c'est ce qu'on voit lorsqu'on arrive directement sur notre site vitrine. Et on explique également aux clients que nous sommes datadockés. Voilà, donc on a un Datadock et nos formations sont éligibles au compte personnel de formation, c'est-à-dire ceux qui ont cotisé pendant plusieurs années à ce compte personnel-là, qui est un dispositif qui a été mis en place par l'État français pour que les salariés puissent financer leur formation. Mais nous, on peut donc taper dans ce compte personnel-là. Donc, on a déjà notre catalogue de formation ou la formation que je suis en train de vous faire là va bientôt apparaître là à côté et j'en suis très content. Ça fait environ 1 an que je passe mon temps à produire des formations sur des technologies bien sûr qui me passionnent, hein, donc je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà les formations en question. Ensuite, on a la partie abonnement que l'on gère avec un plugin particulier. Donc c'est PM Pro qu'on utilise pour pouvoir gérer cette partie-là. On a un cours dédié à WordPress, hein, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir si vous voulez le faire, le cours là. Donc on a un plugin qui nous gère nos différents abonnements. Voilà. On a également nos sessions futures. Donc là, c'est les séances de formation qui vont bientôt arriver. Et là, c'est avec présence du formateur. C'est ça qui est assez intéressant. Donc on a le bootcamp qui va démarrer. Vous voyez que je ne suis plus le seul formateur. J'ai déjà des personnes qui forment également. Il y a Kevin, il y a Larissa, il y a Suzy, il y a Vianney. Voilà. Il y en a encore plein d'autres qui réalisent des formations sur Easy Training. Et on a également la partie alumni. La partie alumni, elle est intéressante parce qu'elle permet de mettre en avant le retour d'expérience de ceux qui sont passés, en effet, par nous. Vous voyez? Donc, il y a Samy, qui est maintenant expert Kubernetes en Suisse. Il y a également notre cher ami Saliou, voilà, qui a beaucoup travaillé sur la partie AWS, donc la partie cloud. Il y a bien sûr la légendaire Lusiane qui travaille au quotidien dans l'univers du DevOps, Mamadou qui nous vient du Sénégal, qui lui travaille également sur ces problématiques-là, Ulrich, Vuti et Martial, qui sont devenus tous des experts DevOps, comme j'aime bien le dire. Donc, on a également cette partie alumni. Donc, vraiment, en fait, pour mettre ça en place, ça nous prend moins d'1 semaine pour configurer, paramétrer et tout. Donc, regardez à quel point est-ce que l'automatisation nous permet de concrétiser nos rêves. Et ça, c'était mon rêve à moi. Vous avez également la partie DevOps où je présente, en fait, bon, c'est mon cœur de métier, le DevOps, vous l'aurez bien compris. Donc, où je présente le parcours DevOps. Donc, voilà, ça a été fait par mon développeur qui s'appelle Georges Défaut, donc que je salue en passant. Vous avez la partie blog. Voilà, vous avez la partie blog où il y a les articles qui ont été réalisés par mes étudiants. Et ce sont des articles vraiment très très bien faits sur tout l'univers DevOps. Ensuite, vous avez la partie abonnement, donc je vous ai montré déjà ça, et vous avez un onglet réservé aux professionnels, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent être encadrées au quotidien sur leurs tâches. Et là, je présente aussi, voilà, c'est quoi l'offre et tout, le contexte, etc., comment ça se passe. Et à la fin, je mets également des témoignages de personnes que j'ai suivies et qui ont pu trouver de nouvelles missions, devenir freelance. Voilà, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et bien sûr, les gens ont la possibilité de créer un compte sur le site, prendre un abonnement. Donc vraiment, tout cet écosystème-ci a été rendu possible. Et pour ma part, grâce vraiment au DevOps. Et je remercie infiniment ceux qui ont inventé ces outils-là qui permettent d'accélérer ma croissance. Parce que lorsque j'ai par exemple beaucoup plus de demandes, donc la gestion de la montée en charge, mais qu'est-ce que je peux faire de façon très simpliste, hein? Soit je déploie une nouvelle machine grâce à ma stack
pour supporter la charge et mettre ma base de données MySQL en haute disponibilité, soit alors j'agrandis tout simplement, je resize mon instance. Vous voyez? Donc normalement vous avez toute la partie instance settings, vous avez change instance type. Donc vous pouvez augmenter en effet les ressources en fait de votre machine. Et ces éléments-là nous apportent énormément de souplesse. Vous voyez, parce que au départ, on fait d'abord une instance assez petite pour qu'elle ne coûte pas grand-chose en fait. C'est vraiment ça le but. Mais sauf que si le site a du succès, bon forcément, bon probablement l'argent rentre et du coup il faut supporter la croissance en augmentant les ressources qui sont utilisées. Et là, je n'ai pas peur d'éteindre ma machine et de la redémarrer. Vu que si tout ce sont des conteneurs Docker, dès que la machine démarre, je démarre juste ce qui va bien. Et tout le monde est content. Donc, voilà un peu pour la partie mise en œuvre de notre site vitrine dans le cas d'EasyTraining. Nous allons maintenant passer à l'aspect opérationnel, c'est-à-dire les tâches d'administration et de maintenance de votre infrastructure WordPress. Alors, il faut savoir qu'on arrive toujours à rencontrer des problèmes. Ça, c'est une réalité. Donc, mieux vaut les prévenir ou alors mieux vaut savoir comment les résoudre quand ils vont arriver. L'un des premiers éléments que nous avons mis en place, c'est le PHPMyAdmin. Rappelez-vous, dans notre stack de tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a une partie PHPMyAdmin qui sera disponible pour gérer la base de données. Donc, cette dernière, elle est ici. Vous voyez, c'est celle-là. Donc, j'ai donc la possibilité ici de me connecter. Alors, en tant qu'utilisateur, je crois que c'est EasyTraining. Et le mot de passe, c'est password. Voilà. Et j'ai accès en effet à ma base de données EasyTraining. Donc, si vous avez un admin base données qui est là, mais n'hésitez pas en effet, voilà, si vous avez des backups à faire, export, import, etc., vous pouvez vraiment réaliser en fait ce genre d'opération assez facilement. Et il m'arrive, avant de faire des manips complexes, dont j'ai peur du résultat, de lancer déjà un backup en fait, un export de ma BDD, pour être sûr. Parce que si je perds ma BDD actuellement, c'est l'élément le plus sensible en fait que je peux avoir. Donc, PHPMyAdmin m'aide énormément dans ce sens-là pour administrer ma base de données et voir en effet s'il n'y a pas de corruption, si les tables sont correctes. Et lorsque je prends un développeur pour réaliser certaines tâches, des fois il me demande d'avoir accès à la BDD pour modifier certaines choses. Lorsque vous avez un service en ligne qui commence à prendre de l'envergure, vous devez absolument assurer sa haute disponibilité. C'est indispensable, les amis. Si votre serveur tombe et que vous n'êtes pas capable de le remonter, alors ça pose un problème. C'est pour ça que je vous propose également un certain nombre de scripts, donc en l'occurrence backup.sh, qui permet en effet de backuper votre base de données. Donc, il va faire un docker exec dans votre conteneur DB et il va envoyer cela en fait dans un dossier que vous allez choisir. Hein. Bon, dans mon cas, c'est celui-ci. Et je date cela avec l'heure où le backup est réalisé. C'est tout. Et j'ai également une autre partie de mon script qui permet d'éliminer les backups qui datent d'un jour. Parce que moi, en fait, je fais les backups chaque heure. Donc, ce script ici est lancé chaque heure parce que j'ai une infrastructure plus ou moins critique où j'accepte de perdre une heure de données, mais pas plus. Donc, ce script-là, je le mets ensuite dans mon cron tab, vous voyez, et je réalise cela chaque heure. Et les vieux backups qui datent de plus d'une journée, je les vire. Donc, premier élément, mettre en place des backups. Ensuite, on a le check disk usage. Donc, il me permet de checker, en fait, la taille de mes disques. Si le pourcentage de consommation est inférieur à 80%. Si je vais sur ma vraie infrastructure, même de production qui est celle-ci, si je fais un df-h, vous allez voir que moi j'ai deux disques. Parce qu'il faut savoir que nous, on stocke également des vidéos. Et si on stocke des vidéos, on a besoin d'avoir un autre disque, en fait, qu'on va attacher à notre machine virtuelle. Et ce dernier, en fait, stocke l'ensemble de nos informations. C'est pour ça que vous voyez qu'on a plus de 146 Go qui sont pris. Et il n'est pas conseillé de stocker les données sensibles sur votre disque système. C'est mieux de mettre un autre disque. Et pour moi, il est important d'être alerté lorsque j'atteins déjà 80% de consommation pour soit étendre le disque, soit supprimer les choses qui doivent être supprimées. Donc, c'est ce que je fais à l'aide de ce script-ci. C'est ce que je fais à l'aide de ce script. Je vais le retrouver, de ce script-ci. Donc, je teste le disque système et je teste aussi le disque data. C'est comme ça que j'ai appelé le deuxième disque que j'ai rajouté. Et si c'est le cas, si c'est bon,
Donc, si c'est qu'il atteint 80%, ben, j'envoie un mail ici. Ouais, bon, moi j'ai mis mon réel mail ici, mais bon, vous pourrez mettre celui que vous souhaitez. Ça me permet d'assurer déjà un premier niveau de monitoring. Même si, je répète bien, même si AWS est capable de le faire aussi, moi je n'ai pas envie d'utiliser toute l'artillerie en fait de AWS. Je préfère mettre en place mes scripts simples parce que j'ai encore une petite structure et mes problématiques vont évoluer avec le temps. Mais déjà avec ce script ici qui s'exécute à une certaine fréquence, je n'ai pas de problème. Alors, et dernière chose, c'est d'assurer un plan de reprise d'activité. C'est quoi le plan de reprise d'activité? Imaginez que votre site tombe complètement. Ok. AWS ferme vos accès. Vous n'avez plus rien. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous relever? Alors, la solution, c'est d'externaliser vos données sensibles et qui vous permettraient de reproduire votre infrastructure. Dans mon cas à moi, il me faudrait avoir mon Docker Compose, chose que j'ai mon Docker Compose, donc ça, c'est bon. Je sais comment remonter la machine, je sais comment avoir ça. Donc, l'élément le plus sensible que je dois avoir, en réalité, c'est les données de ma BDD, en fait. C'est ça. Et aussi mes vidéos. Mais mes vidéos, je les ai sur un disque dur externe à la maison parce que dès que j'enregistre en fait une formation comme celle-ci, je la mets en fait sur un disque dur externe. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, je suis capable de re-uploader en fait ces vidéos-là. Donc ça, c'est bon, je les sais. Mais les données de la base données, en fait, c'est des données qui sont extrêmement dynamiques. Donc ce que moi je fais, c'est que chaque soir, en fait, j'utilise un script Python, donc que j'appelle pydrive.py, qui me permet de récupérer le dernier backup, donc de la journée, et de l'envoyer sur un drive. C'est tout. En utilisant en effet ce pydrive qui lui va appeler un script qui s'appelle backup, je vais vous le montrer, d'accéder backup, pydrive, backup.py. Vous voyez? Donc, j'utilise en effet ce script-ci qui va aller en fait stocker ma base de données sur, sur un drive. Vous voyez, sur un drive. Mais qu'est-ce que je fais d'abord? Je fais d'abord un peu de bash parce qu'il faut que j'aille dans le dossier qui a les backups. Ensuite, je récupère le plus récent et ensuite je l'envoie ici. Et ensuite, j'archive en effet ce fichier-là et j'appelle mon script d'upload. Et mon script Python d'upload va l'envoyer dans un dossier que j'ai déjà prédéfini. Bon, pour ça, il faut installer les modules qui vont bien. C'est un peu de Python, mais ça, en fait, ça me permet vraiment, moi, de voir le bout du tunnel. Parce que à tout moment, AWS, je peux être en conflit avec AWS. Peut-être que je ne respecterai pas à un moment donné sa politique, sa législation. Et donc, il peut me bloquer. Et c'est pour ça que je prévois déjà en amont une solution pour pouvoir y échapper. Donc, sur le drive, en fait, j'ai ce backup qui est envoyé. Si je vous montre sur mon serveur de prod les backups, site vitrine, tac, ls. Donc, ls backup. Vous voyez, c'est en fait mes backups horaires qui sont faits. Vous voyez, chaque heure, sont mes backups qui sont faits. Et sur le drive d'EasyTraining, j'envoie donc le plus récent dessus. Et là, ça me permet d'assurer, en effet, un minimum de résilience. Donc, c'est vrai que je vais perdre une journée de données, mais j'accepte de prendre ce risque-là. Parce qu'il faut toujours peser le pour et le contre. Donc, peut-être qu'au départ, vous n'aurez pas cette problématique de résilience, mais c'est important d'y penser en amont. Donc, voilà un peu pour la partie résilience et backup de notre plateforme. Ainsi, les amis, dans le cadre d'e-training, vous comprenez bien que le DevOps est pour nous très intéressant et même indispensable au quotidien parce que ça nous permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Alors, ce n'est pas parce que je n'utilise pas Ansible, Terraform, etc. qu'on ne fait pas du DevOps. Non. Le DevOps, c'est chacun qui l'applique en fonction du type d'entreprise qu'il a ou alors du type de projet sur lequel il est. Le simple fait de faire un cron, c'est comme faire de l'orchestration, mais sauf que c'est à très basse échelle. Et quand vous avez compris cela, ça vous permet de mettre des processus qui suffisent au fonctionnement de votre infrastructure sans pour autant vous ruiner. Parce que vous allez mettre en place un Terraform, il faudra maintenir les scripts Terraform. Vous allez mettre en place un Jenkins, il faudra faire évoluer le Jenkins, etc. Alors que nous, ce n'est pas notre besoin pour l'instant. Lorsqu'on aura plusieurs infrastructures à gérer, oui, là on pourra se tourner éventuellement sur un Jenkins, voilà, avec des pipelines, avec un GitLab.
Mais là, nous sommes à un niveau où ce que l'on fait nous suffit largement pour pouvoir mettre en place notre site vitrine. Lorsqu'on a des opérations à faire dessus, mon développeur a accès à la machine virtuelle, il modifie des fichiers, il fixe des plugins et on redémarre tout simplement le conteneur. Donc, ça va assez vite au niveau de la gestion. Donc, voilà pour notre petite histoire au niveau du site vitrine. La digitalisation est devenue un élément indispensable avec le Covid-19. Parce qu'en effet, le Covid a créé des confinés. Nous étions en effet tous confinés, mais il fallait toujours garder les liens et pouvoir travailler ensemble. C'est pour ça qu'on a vu la percée d'énormément d'outils, de webinars, de visioconférences, pour pouvoir se retrouver en équipe et discuter sur les différents sujets. Alors, les outils les plus connus pour pouvoir répondre à ce besoin-là sont Zoom, je pense que vous ne l'ignorez pas, sont GoToWebinar, Teams, GoToMeeting, Whereby, Skype, etc. Donc, ce sont des outils qui existaient déjà en fait par le passé, mais qui ont connu une croissance exponentielle parce qu'en effet, chaque entreprise se devait d'avoir un outil pour pouvoir gérer ses visioconférences. Donc, Zoom et Teams sont vraiment sortis du lot vraiment dans ce cas-là. Et il nous fallait, nous aussi au niveau DigiTraining, proposer une solution parce qu'il y a deux facteurs. Un, le facteur Covid-19 qui nous imposait en effet d'avoir des mécanismes de communication et deux, en fait, la formation à distance. Donc forcément, il nous fallait allier les deux pour pouvoir trouver une solution qui répondrait à nos besoins. Le DevOps a aussi connu une grande émergence grâce à l'utilisation d'outils open source et surtout quand vous voulez faire de l'auto-hébergé. Alors, nous on fait du self-hosting entre guillemets parce que c'est nous, EasyTraining, qui gérons nos propres plateformes, que ce soit WordPress, que ce soit toutes les plateformes que l'on verra tout à l'heure. C'est nous qui gérons parce qu'on a l'expertise pour. Mais rien ne vous empêche d'externaliser. Et je vous montrerai en quoi est-ce que le DevOps nous a aidé, nous, à mettre en place notre outil de visioconférence pour travailler avec nos équipes de partout dans le monde et aussi travailler avec nos étudiants. Dans le cas d'EasyTraining, nous avons travaillé énormément, je dis bien énormément, sur la mise en place d'un outil qui nous permettrait de gérer l'ensemble de nos apprenants, l'ensemble de nos étudiants et même nos équipes. Et ça nous a permis de déployer un outil, toujours sur AWS, qui a pour objectif de nous faciliter la tâche au quotidien dans la gestion de nos différents meetings, nos réunions, l'organisation des formations. Et j'ai nommé Big Blue Bottom. Big Blue Bottom, c'est un outil open source qui lui aussi a connu une très grande explosion avec le Covid-19 parce que les universités qui ont déjà des infrastructures physiques devaient chercher des moyens de pouvoir continuer à dispenser des cours. Nous, on l'avait fait bien avant. Mais avec le Covid, du coup, on a eu à déployer du coup notre propre plateforme. On va dire avant le Covid, je vais le dire ici. Mais le Covid est simplement venu nous rassurer quant à la stratégie que nous avions déjà pensée en fait pour monter cette plateforme-là. Et je vais vous montrer comment est-ce que nous l'avons réalisé dans le cadre d'EasyTraining. Comme je le précisais au début de la vidéo précédente, nous avons fait le choix d'utiliser Big Blue Bottom parce qu'il commençait en effet à être un outil très utilisé il était open source et il supportait l'ensemble des fonctionnalités dont nous avons besoin. Nous, on voulait créer déjà des classes, donc des classrooms. On voulait gérer les droits de nos différents étudiants dans les classrooms. On voulait définir des comptes pour les formateurs, pour les étudiants. On voulait également donner la possibilité de customiser ce qui était affiché et ce que les gens écoutaient lorsqu'ils entraient en fait dans la salle de classe. On souhaitait également avoir le chat et avoir la possibilité d'avoir des tableaux blancs pour faire des dessins. Donc, l'ensemble de ces besoins-là ont trouvé en effet écho avec l'outil Big Blue Bottom. Donc, pour le déploiement, en fait, c'est très simple. Hein. Il suffit de lancer un script qui déploie tout directement. On vous dit exactement quels sont les ports qui sont ouverts.
Et dans ce sens, on a mis en place une stack qui permet de déployer un Ubuntu, c'est tout, et une security group avec ces ports-ci. Même si on ira modifier les ports par la suite, hein, mais globalement, c'est simplement une stack qui déploie une VM avec l'Ubuntu. Donc, Ubuntu, c'est la solution, donc le système d'exploitation, qui était supporté, alors qui était le mieux supporté, et où on avait du support aussi de la part de la communauté lorsqu'on souhaitait déployer. Donc, quand on voyait test distribution, vous voyez, du coup, voilà, on voyait que c'était en fait cet OS-là qui était supporté, donc Ubuntu. Bien. Donc, ce que nous allons faire, c'est déployer notre stack. Donc là, il faut savoir qu'il vous faut une machine assez consistante pour déployer un Big Blue Bottom. Hein. Alors, je vais déjà appeler le fichier en question. Voilà. Donc, comme il parlait beaucoup d'Ubuntu dans la documentation, ben, on a compris en effet que leur script, il est vraiment adapté pour Ubuntu. Donc, je vais l'appeler BBB Stack pour Big Blue Bottom. Et au niveau des ressources, je vais lui mettre une T2 Medium. La key, je vais mettre la training. On va ouvrir les ports également. Et je vais faire suivant. Voilà. Et create. Donc là, ça va nous créer notre instance Big Blue Bottom. On se connectera dessus en SSH. Et on lancera ce qui va bien. Parce que lui, il fait vraiment tout ce script-là. Il déploie les certificats, il fait la demande et tout. Donc forcément, il nous faudra aussi faire une entrée DNS au niveau de notre GoDaddy. Donc si je repars sur GoDaddy, alors j'espère que je n'ai pas déjà quelque chose qui s'appelle donc webinar. Ok, j'ai pas un truc qui s'appelle BBB. Ok, je vais prendre une entrée de type A. BBB et il me faut mettre l'IP ici. Tuc. Alors, tac, tac. Voilà, je prends ça et je mets ça ici et j'enregistre. Sachant que comme Big Blue Bottom est très gourmand, je crois qu'on conseille 16 Go pour un fonctionnement en production et 8 Go pour un environnement de test de dev. Mais du coup, voilà, il faudra bien penser à ça. Et je crois que cette VM là nous coûte entre 20 et 30 dollars par mois. Voilà, pour héberger notre propre solution Alors, au niveau des security groups, il faudrait que je rajoute aussi ça. Donc, en UDP. Donc, si je vais au niveau de mon instance, j'aurais bien pu le mettre dans ma stack. Hein. Bon, je fixerai ça après. Donc, security group. Inbound traffic. TCP. Tech. Anywhere. Et je fais save. Voilà. À ce moment-là, ma security group est fin prête. Et mon instance est en train d'être déployée. On se retrouve dans la vidéo suivante. Alors, après avoir patienté quelques instants, notre VM est prête. Donc là, je ferme les anciennes fenêtres là. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc sur mon WordPress, je le duplique. Et tout ce que je vais mettre là, c'est l'IP public de ma machine virtuelle. Bon, je ne l'ai plus. Il faut que j'aille la chercher. Donc là, c'est ça. Bien. Je vérifie que c'est bien ce que j'ai mis ici. Très bien. Donc là, c'est bon. Parce qu'il va également automatiquement me faire une demande de certificat. Le user, dans ce cas-ci, je crois bien que c'est Ubuntu. Ubuntu ou admin, je verrai bien. Et là, le nom qui sera affiché là, ce sera BBB. Ok. Je verrai bien parce que ça dépend de qui a réalisé l'image. Ok, donc c'est bien le nom du user à utiliser. Très bien. Donc je suis connecté là en tant que Ubuntu. Donc je nettoie mon écran. Et si vous allez sur la documentation officielle, vous allez voir en fait, dépendant de ce que vous avez comme prérequis en fait, comment lancer le script. Donc là, on vous montre des exemples. Si vous travaillez sur Bionic, vous voyez la distribution d'Ubuntu, vous mettez le nom de domaine, vous mettez l'email que l'on va notifier lorsque le certificat en effet sera demandé. Donc moi, j'ai une commande
toute prête, mais qu'il faut que je customise parce qu'en effet, hop là, une commande que je dois customiser. Tac. Donc, je récupère le script. Ensuite, le nom de domaine dans mon cas, moi, ce n'est pas webinar. Je vous amènerai sur celui qui est webinar. Ensuite, je précise mon mail. Ensuite, webinar. Voilà, donc ça doit être encore BBB. Voilà. Et ensuite, je spécifie on va dire quoi? Un token qui sera utilisé en fait pour la communication entre mes différents services. Donc, vous avez les paramètres qui vont bien ici. Vous voyez, to configure the content server at hostname using secret. Donc, c'est en fait des communications internes qu'il y aura dans mes services. Et là, je lui donne en fait un token comme ça, en fait. C'est simplement une suite de caractères. Hein. Ça n'a pas grande importance. Donc, on vous dit si vous êtes dans un réseau privé, vous faites plutôt ça. Mais voilà, il y a plusieurs façons de faire. Et ensuite, il y aura l'interface graphique du coup à installer. Mais comme nous, on a rajouté le paramètre "-g", donc automatiquement, il installera aussi l'interface beaucoup plus conviviale où on pourra créer des salles de classe et ainsi de suite. Donc, je récupère juste le script. Hein. Le script en question, donc j'ai pris ça et je l'ai modifié. Et je vous le mets également dans votre interface de formation. Alors, pour l'exécuter, vous devez passer déjà en route parce qu'il y a plein d'actions qui seront faites avec la nécessité d'avoir des comptes routes et vous lancez votre script. Donc, le script va s'exécuter pendant un certain nombre de temps et nous, on va se retrouver juste après une courte page de pause. L'une des précisions que je voulais faire par rapport à l'ensemble des actions que nous réalisons sur AWS, c'est que nous travaillons essentiellement dans la région de Virginie. Donc, si vous utilisez nos stacks, alors il faudra en effet que vous puissiez travailler systématiquement dans cette région-ci. Sinon, nos stacks ne marcheront pas. Il faudra que vous modifiez d'abord l'image utilisée. Parce que l'image qu'on utilise pour la machine virtuelle est intrinsèquement liée à la région. Donc, les stacks que je vous ai remises, que vous avez trouvés dans le cours, sont en effet celles de la région de Virginie. C'est la petite précision que je voulais faire. Une installation des Bluebottom prend un peu de temps. Donc, vraiment, ça cultive la patience. Donc, soyez patient. Après avoir patienté quelques instants, vous avez l'URL qui vous est présenté ici et vous pouvez aller dans votre navigateur, mettre l'URL de votre serveur et si vous avez déjà un compte, vous faites un sign-in ou alors si vous n'en avez pas, vous faites un sign-up. Donc là par exemple, je vais créer un compte. Voilà. Donc je crée un compte. Ensuite, je suis sur l'interface qui me permet en effet de créer des rooms. Du coup, je peux créer par exemple la room, je sais pas moi, formation, Docker, vous voyez. Je crée la room, je peux définir un certain nombre de droits dessus. Alors, dans la documentation de Big Bluebottom, vous avez des explications sur chaque option, les amis. Le but ici, ce n'est pas de faire une formation sur Big Bluebottom, c'est de vous permettre de pouvoir déployer rapidement des outils que vous allez ensuite customiser pour pouvoir répondre à votre besoin. Alors, sur Easy Training, nous avons tout aussi un Big Bluebottom et peut-être vous avez remarqué, regardez, ici on n'a pas le sign-up parce que nous on ne permet pas aux gens de créer des comptes comme ils veulent. Alors que par défaut, en fait, il ouvre à tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui peut créer un compte sur votre plateforme. Donc nous, par exemple, non. C'est nous qui avons la responsabilité de créer les différentes rooms. Et là, vous voyez par exemple qu'on a la DevOps Training Room, la room de reconversion. Là, on a la room pour les réunions d'équipe. Donc, lorsqu'on a des réunions hebdomadaires avec les membres de l'équipe, du coup, on se retrouve dessus. La formation AWS qui a lieu actuellement, du coup, il la réalise ici. La formation en vente. Bref, on crée, on définit des droits. Et on peut partager maintenant les rooms avec d'autres formateurs. Et lorsqu'on a une formation qui se réalise, si je clique par exemple sur cette room-ci, je peux en effet voir les différents enregistrements. Sauf que la problématique que nous on a, c'est que nos étudiants n'ont pas tous des comptes en fait sur Big Bluebottom pour pouvoir voir en fait ces enregistrements-ci qui sont sous un format assez particulier. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On convertit les enregistrements en MP4. Et là, j'ai mis en fait dans la partie documentation que je vous ai fournie les scripts qui permettent en effet de déployer la partie MP4, donc le MP4 Converter. Donc, il permet en effet de pouvoir
convertir tous les enregistrements que vous faites en un format MP4 pour pouvoir ensuite récupérer ici. Et c'est ça que nous on récupère en fait pour pouvoir mettre ensuite sur un drive. Et les étudiants ont directement accès à ce drive-là. Et même pour certaines réunions d'équipe, du coup, on les met également sur le drive. Travail qui peut être automatisé si on le souhaite. Mais globalement, voilà, on a la durée on va dire, de la formation ou de la réunion, le nombre de personnes qu'il y avait, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment via ce mécanisme-là qu'on arrive en effet à gérer que ce soit une réunion d'équipe. Donc, au lieu d'utiliser Teams ou Zoom ou quoi que ce soit, non, c'est celui-ci qu'on utilise. Donc, on n'a pas besoin d'installer une application. Lorsqu'on lance, par exemple, là, je prends l'exemple de la room DevOps. Voilà, donc je donnerai même cours ce soir toujours sur cette room-là. Et ça marche vraiment bien, les amis. J'ai très peu d'opérations de maintenance à faire dessus. Et voilà, ça marche vraiment bien. Il faut juste penser à l'aspect stockage. Parce que par défaut, je crois que le disque de la machine en question, ça va être 20 gigas. Alors, voilà, c'est quelque chose comme, voilà, c'est ça ici. Ah, j'ai même mis 8 gigas, donc c'est encore très grave. Donc il vous faudra modifier ma stack, hein, les amis. Ne partez pas sur un disque de 10 gigas. Donc je crois que je l'ai mis dans la stack, mais c'est une erreur d'avoir mis un disque aussi petit. Je croyais avoir mis 20 gigas. Bon, c'est assez étonnant, je regarderai, mais c'est vrai que ça dépend de l'image qui est utilisée. Donc ça, c'est pas très important. Donc je pourrais corriger la stack par la suite, hein, parce que 8 gigas quand même, c'est limite, surtout pour tout ce qui sera produit. Mais c'était vraiment pour vous faire juste une démo du déploiement. Donc, globalement, si je reviens ici, vous voyez que vous arrivez dans la salle de classe, vous pouvez lancer l'enregistrement. Quand on fait des réunions, du coup, c'est aussi dans des rooms comme ça que l'on fait les réunions. On a tout le monde qui apparaît là. On a, on va dire, l'image, donc un peu la promotion DigiTraining. Je peux ensuite ouvrir un tableau blanc. Donc voilà, j'ai un tableau blanc là. Dans ce tableau blanc, donc j'ai le logo DigiTraining. Je peux faire des dessins. Je peux faire ce. Donc j'ai rajouté aussi une partie branding pour pouvoir mettre en avant ce qu'on fait à DigiTraining. Je peux aussi uploader mes slides, faire des questionnaires. Lancer l'enregistrement comme j'ai dit, muter des gens, donc faire en sorte que les personnes qui arrivent, du coup, le micro soit muté. Donc vraiment, un outil de visioconférence, mais qui est vraiment géré par nous. Maintenant, il faut avoir la compétence pour gérer cette partie-là. Mais ils ont une très bonne documentation que j'apprécie énormément sur Big Blue Bottom. Donc si moi j'ai réussi à l'administrer au quotidien, vous également pouvez le faire. Donc si vous mettez Big Blue Bottom doc. Voilà, vous avez une très bonne documentation sur l'administration, sur les firewalling, sur la gestion des utilisateurs, des droits, voilà. Donc c'est vraiment très bien fait, très bien organisé et c'est pratique en tout cas. Donc moi on l'utilise depuis déjà quelques mois, en tout cas depuis plus d'1 an et ça tient le coup. Maintenant, il y a des tâches, comme je vous l'ai dit, hein, de suppression des vieux enregistrements, parce que très vite, ça va commencer à prendre de l'espace. Si je vais sur notre Big Blue Bottom de prod, site webinar Ubuntu, voilà. Si je fais un df-h, voilà. Donc, on a le disque système, en effet, lui qui est à 10 Go, donc ça va. Mais sauf qu'on a externalisé le stockage des données du Big Blue Bottom. Donc ça aussi, c'est montré dans la documentation. Et dans le petit fichier que je vous donne, en fait, je vous montre aussi comment est-ce que moi j'ai réalisé en fait cette opération-là. Donc voilà, c'est vraiment très important de garder ça à l'esprit. Donc XVD, eh bien, donc 20 gigas et j'ai monté tout ça là-bas pour que ça n'impacte pas en fait mon disque dur système. Voilà. Donc démo simple. Mise en place de Big Blue Bottom, vous avez un élément opérationnel que vous pouvez directement utiliser. Grâce au DevOps, les amis, on a vu comment est-ce qu'on peut rapidement déployer un outil de webinar, un outil pour les réunions, les meetings au sein de notre entreprise. Donc assez rapidement. Vous n'avez plus à faire les WhatsApp qui limitent le nombre de personnes avec qui on peut échanger. Vraiment, non. On fait les choses bien et propre. Et autre élément que je souhaitais apporter avant que nous ne continuions, c'est que la formation, comme je vous dis, a 2 volets. Le premier, c'est si vous montez votre propre entreprise. Et le deuxième, c'est si vous êtes freelance. Parce que moi, j'ai d'abord commencé comme freelance. Et
Ce que j'ai appris, en fait, c'est au travers des différentes missions que j'ai réalisées, en fait. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui peuvent vous solliciter, vous, pour mettre en place ces outils-là pour eux. Donc, quand il y a des entreprises qui m'appellent et me disent, oui, Diran, on a besoin d'un système de visioconférence pour tel besoin, je dis, ok, on peut faire ça. On a besoin d'un site vitrine pour faire ça, pour mettre ceci en place. Mais du coup, après avoir compris le besoin, je dis, ok, on peut déployer ça comme cela. Et j'aide le client à monter en compétence également sur ces outils-là. C'est pour ça que je dis ça a deux volets. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être créateur d'entreprise pour pouvoir mettre cela en place. Non. Vous pouvez également aider des personnes que vous connaissez, famille, amis et connaissances, pour pouvoir gérer cette partie-là. Maintenant, on va parler de simulateurs. Alors, pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire ce chapitre-ci? Parce que quand on souhaite réaliser un rêve, il est important de mettre les gens en condition et à leur permettre de pouvoir voir à quel point leur problème sera résolu au travers de votre site internet. Je prends l'exemple des simulateurs automobiles. Vous avez des sites internet qui vous permettent d'apprendre de la conduite grâce à ces simulateurs-là. Donc, ça vous met en condition afin que vous puissiez résoudre votre problème tout en vous amusant et en enlevant le maximum de barrières possibles. Parce que la simulation a cet avantage qu'il nous permet, à très bas coût, de pouvoir simuler le comportement d'une ressource physique ou alors d'un composant physique. Et en ce qui nous concerne, dans cette formation-ci, nous allons voir en effet la simulation de l'expérience client pour permettre à tous ceux qui vont aller sur notre site de pouvoir en effet simuler la résolution de leurs problèmes. Et c'est très important de savoir le faire. Alors, j'ai mis un peu une image choquante, hein, vous m'excuserez, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est un élément très important de nos jours. Quand vous montez votre entreprise, il faut absolument réussir à trouver un moyen à votre client de simuler la réalisation ou alors la correction de son problème, ou alors la résolution de son problème, je vais le dire ainsi. Il faut vraiment que vous trouviez un moyen. Parce que si vous dites à votre client, il vous faut acheter une voiture, il vous faut acheter ça, il vous faut acheter ça, pour apprendre à conduire, c'est vrai, à un moment donné, il en aura besoin, mais il faudrait déjà que vous lui montriez que ce n'est pas forcément très complexe de conduire la voiture, en l'amenant en effet à simuler cela, à enlever les différentes barrières, blocages psychologiques qu'il pourrait avoir. Et dans cette image, vous voyez comment on explique par exemple à quelqu'un comment faire une opération, quels sont les différents organes, et ainsi de suite, pour lui montrer que c'est avant tout des choses qui sont réalisables et possibles. Donc, on simule déjà comment est-ce qu'on fait pour résoudre le problème du client. Et ensuite, on met les outils concrets en place. Donc, nous, par exemple, à e-training, et ce qu'on va voir dans la vidéo suivante, c'est comment est-ce qu'on arrive à simuler la mise en place d'infrastructures, à simuler les TP, le codage d'applications directement sur notre plateforme. Dans le cadre de Easy Training, comme on fait des formations dans le domaine de l'informatique, il était important de montrer au client qu'il peut rapidement tester un certain nombre de choses, simuler un certain nombre d'infrastructures pour pouvoir résoudre ses problèmes. Et pour mettre cela en place, on a utilisé un outil qui s'appelle Play with Docker, qui permet de simuler l'infrastructure que le client aura chez lui et il va déjà commencer à résoudre son problème dans notre infrastructure via notre outil de simulation avant de pouvoir gérer cela ensuite au sein de son entreprise. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Comme je l'ai précisé, nous on utilise la solution donc Play with Docker pour nous permettre de simuler en effet différents environnements de travail. Donc c'est un projet qui est open source. Il y a pas mal de contributeurs et dans votre fidèle serviteur, moi-même. Bien. Donc, nous, on l'a déployé à Easy Training sous le nom docker.labs.easytraining.fr parce qu'il faut savoir qu'il y a une solution qui est hébergée directement par ceux qui développent cette dernière, voilà, qui ressemble à ça. Et nous, à Easy Training, on l'a forqué et du coup, on a notre propre solution à nous. Donc, on va dire fait en fait par nous, utilisé. Donc, on utilise en effet ce que eux, ils ont fait et on l'adapte en effet à notre besoin. Vous voyez qu'on rajoute un peu de publicité, on rajoute un message pour dire à partir de minuit, il y a une suppression de tout ce qu'il y a sur la plateforme parce qu'il faut nettoyer l'environnement des simulations pour que d'autres personnes puissent travailler et que les gens ne laissent pas des tâches comme cela qui vont
pourrir notre environnement. Donc voilà un peu de pub et tout. Et on peut du coup lancer le simulateur. Lorsqu'on lance le simulateur, l'utilisateur a la possibilité de travailler pendant 2 heures et de choisir l'environnement dans lequel il veut bosser. Donc, il a différentes plateformes, que ce soit du Jenkins, du Kubernetes, de l'Ansible, du Docker. Donc, si je prends par exemple le cas de Docker, ça fait en sorte qu'il puisse rapidement mettre en œuvre sa plateforme, donc avoir Docker directement présent. Et ça, c'est vraiment très pratique. Donc, maintenant, il peut, imaginez, il veut lancer son application, voilà, Docker Run, -name, on va l'appeler Nginx, -p 82.80, ensuite Nginx. Ah, non, je vais rajouter le -d, parce que sinon, il va me prendre. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que rapidement, on peut avoir en effet une infrastructure disponible pour que les clients puissent voir en effet que la formation qu'on lui donne, elle est pratique, elle est pragmatique et elle est d'actualité pour qu'il puisse résoudre ses problèmes. Et là, ça nous a permis d'approcher énormément de clients parce qu'on leur a dit non, vous n'avez pas besoin d'avoir une infrastructure pour vous qui va coûter cher et tout. Non, vous pouvez déjà simuler un certain nombre de comportements et ensuite, quand vous êtes prêt, vous pouvez ensuite aller mettre au sein de votre entreprise. Ça fait en sorte qu'ils réduisent les risques. Et donc, si je prends par exemple aussi le cas de Jenkins, je sais plus trop sur quel port il écoute, mais on a la possibilité, donc pour ceux qui font l'intégration continue, d'avoir un Jenkins assez rapidement. Je ne sais plus si c'est le 80-80. La mémoire risque de me jouer des tours. Mais voilà. On a par exemple un Jenkins assez rapidement pour pouvoir faire un certain nombre de tâches. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça en fait notre objectif. C'est de faciliter l'apprentissage de concepts grâce notamment à l'utilisation d'outils DevOps. C'est ça en fait. Et c'est ce que ça nous a apporté. Et moi, je voudrais que ça vous apporte également la même chose en fait. C'est-à-dire d'accélérer le développement de votre entreprise grâce à ce dernier. Moi, je vous ai montré l'exemple de donc DigiTraining et tout. Oui. Mais vous pouvez l'appliquer en effet à plein d'autres solutions. L'objectif, globalement, c'est qu'à la fin de cette formation, vous soyez capable de comprendre que le DevOps peut accélérer votre phase de croissance. Nous, ça a vraiment accéléré de façon exponentielle notre croissance. Bon, peut-être pas encore financière, mais tout au moins au niveau des services que l'on propose. Et pour déployer cette plateforme-ci, on a encore utilisé les notions de DevOps pour pouvoir déployer automatiquement la machine, déployer automatiquement cet environnement de travail-ci qu'on a git cloné et qu'on a déployé grâce à Docker Compose encore. Mais voilà. Donc, ça permet de garantir à nos clients une expérience excellente. Bon, même s'il y a encore quelques bugs, hein, mais ça permet quand même de leur garantir une solution de simulation intéressante. Et ils peuvent travailler quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. Vraiment, c'est eux qui ont la main dessus. Donc, nous, on l'a mis en place, mais dans votre métier, il y a peut-être un moyen d'avoir un outil qui permet de simuler au mieux la résolution du problème du client. Et le DevOps nous aide dans ce cadre-là. Alors, pour ceux qui sont intéressés à savoir comment est-ce qu'on a déployé notre Play with Docker, n'hésitez pas à écrire en fait dans les commentaires de cette vidéo-ci. Donc, n'hésitez vraiment pas. Il faut savoir qu'à la base, c'est du Docker. Hein, et donc, on a un dossier qui s'appelle Play with Docker et à l'intérieur, il y a un Docker Compose. Et dans ce Docker Compose, du coup, il y a l'ensemble des services en fait qu'on a mis en place avec aussi la partie certificat, etc. Donc, voilà. Ne soyez pas surpris que je l'ai pas montré forcément la démo parce que ce n'est pas forcément indispensable. Donc, il suffit simplement de git cloner le repository et à l'intérieur, vous avez un fichier Docker Compose et vous lancez juste. Mais comme c'est un élément qui est très spécifique à Easy Training, c'est pour ça que je n'ai pas jugé pertinent de vous montrer complètement le déploiement. Mais c'est assez simple. Donc, un git cloner, un Docker Compose up et voilà. Vous voyez que donc, sans Docker, on aurait vraiment galéré. Et là, grâce à Docker et à l'univers, j'allais dire l'université DevOps, mais non, l'univers DevOps, on a la possibilité de déployer des solutions comme ça en moins de 5 minutes et ça permet donc de résoudre le problème de notre client. Nous allons aborder maintenant le dernier chapitre, qui est l'un des plus importants, même à mon avis. C'est la notion de ERP. Il faut savoir que quand vous êtes en entreprise, il y a différents secteurs d'activité ou alors il y a différents départements. Vous avez le département RH, vous avez le département finance, vous avez le département comptabilité,
Vous avez le département gestion des achats, gestion des ventes, ainsi de suite. Et vous avez donc des outils informatiques qui vous permettent en effet de pouvoir centraliser la gestion, digitaliser la gestion complète de votre entreprise. Et ces logiciels-là s'appellent ERP, pour Enterprise Progiciel. Donc les progiciels en fait d'entreprise. Alors, comme je le disais, il y a différents pans. Vous avez les sales, donc là je vais reprendre mon outil de dessin comme d'habitude. Vous avez les ventes, les achats, les RH, les field services, les procurement, donc quand vous voulez faire des achats, la supply chain, quand il y a des préparations à faire des livraisons, etc. La partie fabrication, donc si vous êtes une entreprise qui réalise de la fabrication, et de la finance. Donc là, c'est juste quelques éléments, mais qui gravitent autour, en fait, de l'ERP. Donc, peu importe quelle est la taille de votre entreprise, vous avez besoin d'avoir une traçabilité dans ce que vous faites au quotidien. Et c'est donc important que vous puissiez déployer, en effet, un outil, soit pour vous, soit pour votre client, qui vous permettra de gérer, en effet, tout l'aspect gestion économique, en fait, de votre entreprise. Si vous travaillez avec des prestataires, il serait intéressant qu'ils aient un contrat et que vous puissiez suivre en effet leur contrat via cette solution-là. Et je précise encore, le but de cette formation n'est pas de vous apprendre à utiliser un outil particulier, non, mais à vous montrer comment est-ce que le déploiement de vos outils permettant la croissance de votre entreprise peut être réalisé grâce au DevOps. Il faudrait que ce soit vraiment clair. C'est pour ça que je le répète plusieurs fois. Dans le cas d'e-training, nous avons choisi en effet Odoo pour pouvoir être notre progiciel d'entreprise. Donc gérer en effet tous les pans de notre comptabilité, etc. Alors, vous devez savoir que sur Internet, vous avez plein d'autres solutions. Hein. Vous avez la solution de Microsoft qui est Microsoft Dynamics, qui est là pour les entreprises. Alors moi, je suis parti sur un outil open source. Déjà là, c'est ma politique. Donc, je pars toujours sur les outils open source, surtout quand il y a une forte communauté et je vois que la solution est bien maintenue. Vous avez des solutions, d'opérateurs tierces. Donc, si vous tapez juste sur Internet, tac. Alors, ERP Solution. Tac, si on va dans les images, est-ce qu'ils nous mettent la liste ici? Ou alors, je vais simplement mettre Odoo alternative. Voilà. Donc, est-ce qu'il nous montre des alternatives ici? Mais je sais qu'il y a une longue liste d'alternatives. Hein. Mais est-ce qu'il y en a que je connais? Parce que je sais qu'il y a l'un de mes collègues qui m'avait parlé d'une alternative à Odoo et qui marchait plutôt bien. Donc, sachant que Odoo, lui, peut gérer vraiment tous les pans de l'entreprise jusqu'à même la partie e-commerce. Donc, il peut faire également e-commerce. Donc, vous avez Salesforce ici. Je vais prendre directement plutôt ici. Voilà, je pense que là, ce sera beaucoup mieux. Donc, là, par exemple, tac, on a Oracle NetSuite, vous avez SAP, vous avez G2, vous avez SAP SI, vous avez Epicor, Microsoft Dynamics, comme je vous ai dit. Ensuite, Sage, qui est très utilisé notamment en Afrique, qui est mon continent d'origine. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent Sage. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de solutions dans ce sens-là. Donc, il y en a qui sont moins connus que d'autres, mais voilà, vous avez une profusion d'outils. Et celui qui a retenu notre attention, c'est vraiment Odoo parce que il devient un acteur majeur dans la gestion complète de l'écosystème, en tout cas dans la digitalisation de la gestion de votre entreprise. Et si donc je reviens à ce que je disais là, nous, dans le cas, par exemple, d'e-training, il nous permet de gérer nos ventes, nos calendriers, nos achats quand on a en effet des commandes à faire, nos inventaires, si on a des produits à vendre, par exemple. On aura bientôt des chapeaux, des suites, bref, plein d'accessoires en fait qui seront sur le site. Mais du coup, ce sera géré directement à la partie inventaire et on pourra même utiliser le module de facturation. Permet de gérer toute notre comptabilité, donc les factures qu'on réalise, en tout cas les factures qu'on réalise suite aux prestations, parce qu'on intervient aussi chez les clients pour réaliser, délivrer des formations. La partie site web, un peu moins. On a également la partie administration parce que bon, il faut créer les utilisateurs, donc le comptable, il faudrait qu'il ait accès à l'infrastructure. Donc certains formateurs aussi vont venir créer leurs factures dessus. On a également l'accès aux différents modules d'Odoo, donc aux différentes applications qu'on peut installer, le paramétrage d'Odoo. Bref,
c'est vraiment un outil clé en main. Et là, c'est juste les modules que nous, on utilise en fait dans le cas de Easy Training. Mais il a tellement plus à offrir. Vraiment, tellement plus. Donc, si je vais simplement dans module ici, image, voilà. Vous avez plein de modules dépendant de ce que vous voulez faire. Hein. Un gestionnaire de subscription, le point de vente. Si vous avez en effet des caisses enregistreuses et que vous souhaitez déployer un logiciel dessus, vous pouvez installer ce module-là. PLM, mass SMS, email marketing. Donc, si vous voulez fidéliser vos clients, c'est vraiment un outil tout en main qui fait plein de choses. Alors, c'est à vous de décider maintenant dans quel cadre vous allez l'utiliser. Et nous, on va donc vous montrer comment est-ce qu'on déploie Odoo au quotidien, que ce soit pour nous, que ce soit pour des clients. Nous allons procéder du coup au déploiement d'une solution Odoo. Donc, je vais toujours utiliser le mécanisme de stack, comme je vous ai dit, et je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Moi, je suis un maniaque des stacks, hein, donc le temps que je peux utiliser des stacks, ben, je ne m'en prive pas. Donc, vous aurez également dans votre interface de formation l'ensemble des fichiers que je suis en train d'utiliser. Donc, Odoo, stack, voilà, je peux prendre une T2 micro, allez. La clé, training, suivant, et create stack. Voilà. Donc, la stack est bien créée, donc en tout cas est en cours de création. Après avoir patienté quelques instants, on a notre instance qui est bien. Hop. Voilà. Ensuite, je récupère ici l'IP public. Très bien. Et je vais mettre toujours dans mon gestionnaire de nom de domaine. Donc, entrée de type A. Ici, je vais mettre, comment il s'appelle, on va mettre Odoo, hein. Odoo.easytraining.fr, et là, je vais mettre l'IP public. Je fais un enregistrer. Alors, chose importante également que je n'ai pas encore précisé, c'est que l'IP public que l'on vous donne ici, si vous éteignez la VM, simplement, et vous la démarrez ensuite, il va changer d'IP. C'est pour ça qu'il est conseillé de créer plutôt une Elastic IP. Mais ça, je l'explique dans le cours sur AWS que nous avons également sur notre plateforme. Mais c'est juste pour dire que c'est intéressant de rendre persistant, en fait, persistante cette adresse IP publique là, pour qu'on ne vous la ship pas si éventuellement votre machine s'éteint. Bien. Alors, du coup, on va donc créer l'accès à notre machine virtuelle. Donc, c'est aussi un CentOS, hein. Vous savez que moi, j'aime bien CentOS. Odoo, tout. Voilà. Tac. Tac, voilà. Donc, je risque encore fort de modifier le fichier parce que l'image que j'utilise là sur AWS, j'ai l'impression qu'il y a une petite... Ok, je vais voir si je fais ping Google, ça marche. Ok, ça marche. Bon. Ça veut dire que de temps en temps, ça bug un peu. Ok. Ensuite, il me faut installer Docker Compose. Parce que je vais toujours utiliser le mécanisme de Docker Compose là. Alors, certains pourraient me dire, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas Kubernetes? Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore à cette échelle-là. C'est tout. Donc, je forme les gens à Kubernetes au quotidien, mais moi-même, je n'ai pas encore jugé la pertinence d'utiliser Kubernetes pour l'instant. Pour l'instant, j'ai mes 3 machines et je les gère normalement comme je veux. Alors, ensuite, je vais faire un mkdir Odoo. Voilà, voilà. mkdir Odoo. Voilà, donc Docker PS, Docker est bien là. Faut que je me déconnecte encore et que je me reconnecte. Il n'est pas encore dans les bons users. Docker PS. Ok, donc je vais dans le dossier Odoo. Ensuite, je fais un VI Docker Compose.yml. Bien. Donc, je vais ensuite récupérer mon fichier. Donc, il est vraiment assez simple. Hein. Il y a la DB et il y a le front-end qui est lui Odoo. Et là, j'ai simplement mis, ici, j'ai mis tout, ça doit plutôt être Odoo. Voilà, Odoo. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, Odoo, voilà. Et après, il y a la partie certificat. En fait, ma vie a changé lorsque j'ai découvert ces éléments de certificat ci. Lui et son frère, Nginx Proxy et les compagnons. Vraiment, ils me font un reverse proxy du tonnerre. Load balancing, du tonnerre. Ils font tout du tonnerre. Alors,
je récupère du coup le contenu là et je le mets ici. Voilà. Et je peux donc faire un docker compose up -d. Regardez à quel point déployer une infrastructure est facile, les amis. Mais il faut savoir l'utiliser. Mais bon, vous prendrez des salariés qui savent faire du Odoo, etc. Mais vous, dans la partie IT, vous devez être au top. Alors, Docker, est-ce que j'ai encore un problème, moi, de connexion Internet? Google.fr. Ah, donc j'ai l'impression que c'est un réel souci sur leur machine ces derniers temps. Il a disparu, lui. Ok. Name, serveur. Vous avez vu tout à l'heure, il était là. Maintenant, il a disparu. Je crois que c'est un problème lié à l'image. Bon, je vais leur donner le DNS de Google. Voilà. Et je vais refaire un up -d. Voilà. Donc, je lance mon application. Voilà, je démarre. Et ensuite, on va revenir pour gérer la suite. Alors ensuite, je vais vérifier mes security groups. Chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Et je pense que ça risque fort de me créer un certain nombre de préjudices. Et on appelle ça l'effet démo, les amis. L'effet démo. Donc, il me faut absolument aller gérer mes security groups en urgence. Parce que sinon, le certificat en fait ne pourra pas être donné. Tac. Parce qu'il aura besoin de contacter en effet notre service sur le 443 et ça ne marchera pas. Donc instance. Voilà, donc Odoo. Donc ensuite security. Voilà. Donc edit. Je n'ai pas ouvert le HTTPS, ce qui est un gros problème. Anywhere, save. Donc je vais d'abord refaire un docker compose down -v. Je vais d'abord tout enlever. Mais comme j'ai déjà téléchargé les images Docker, c'est parfait. Hop, -d. Voilà. Donc, Docker PS, Docker logs. Donc, je vais voir ce que nous dit le engine select en script dans la gestion des certificats. Très bien. Il a généré le certificat. Très bien. Mais je vais donc aller voir au niveau de mon site internet parce que c'est bien ce que j'ai écrit ici dans Docker Compose, que je veux un certificat pour odoo-easytraining.fr. Tac, tac. Donc, le temps qu'il termine le challenge qu'il faisait, je pense. Donc, si je fais un ls de etc engine cert, donc normalement, il a demandé le certificat et il devrait normalement retrouver le serveur. Donc, des fois, la génération des certificats peut prendre un peu de temps. Hein. Donc, il faut juste être patient et même le démarrage de Odoo. Donc, le temps qu'il mouline un peu, Docker PS. Voilà, Odoo, Docker log, il est bien là. Docker log. Donc, il faut savoir comment j'utilise la version 10 d'Odoo. En tout cas, au quotidien, moi, je suis la version 10. Même si c'est déjà déprécié. Donc là, il est en train de charger les modules. Ok, ça marche. Il est en train de charger, de loader les différents modules. Ok. Et quand il aura terminé de loader les différents modules, normalement, il devrait m'ouvrir la page qui va bien. Voilà, il a terminé de charger les modules. Très bien. Alors là, je peux directement utiliser la base de données qu'ils ont mise à disposition. Je crois que ça doit être admin ou admin password, je ne sais plus très bien. Mais là, c'est la base de données par défaut en fait qu'ils ont créée pour vous. Donc ensuite, ils vont vous proposer d'installer les différents modules que vous souhaitez utiliser au sein de votre entreprise. Ce sera à vous de choisir, ou alors vous créez votre propre base de données. Et dans le cas de Easy Training, nous avons encore un autre serveur qu'on utilise pour notre besoin particulier. Donc, c'est exactement la même chose, hein, sauf qu'on a installé des thèmes, des trucs qui rendent un peu plus sexy, voilà. Donc, on a installé plein de modules. Et ces modules-là nous permettent de gérer, par exemple, nos ventes. Donc, quand j'ai, par exemple, un nouveau client, je peux créer le client.
je peux créer le client. Ensuite, je peux créer mon devis. Tranquillement, je peux créer le devis. Ensuite, je peux réaliser mes différentes factures lorsque j'ai réalisé ma prestation. Et après, je peux faire des rapports de vente, etc., etc. Donc vraiment, grâce à cet outil-ci, j'ai vraiment la possibilité de gérer en fait mes facturations et cela très rapidement. Et c'est ce que les gens ont souvent du mal à saisir, c'est que très rapidement, j'ai déjà ma plateforme en fait qui est prête à l'utilisation. Il me suffit simplement de paramétrer par la suite avec mes informations personnelles. Mais sinon, j'ai l'outil qui est directement disponible et je peux commencer à faire mes devis, à faire mes ventes, à gérer ma comptabilité, à voir par exemple les clients qui m'ont payé. Donc quand je vais par exemple dans facture par exemple, dans facture je vois ceux qui ne m'ont pas encore payé. Vous voyez, je peux les relancer de façon automatique. Si je vais dans paiement, je peux également voir ceux qui m'ont payé et tout. Et c'est vraiment du concret. C'est-à-dire, nous, on l'utilise vraiment à fond. Maintenant, il y aura des cours qui seront spécifiques pour apprendre à utiliser chacun de ces outils-là. Mais là, comme je vous ai dit, je vous montre comment est-ce que le DevOps accélère en effet mon processus de livraison de l'application et de rajout de fonctionnalités. Quand il y a par exemple des développeurs qui me fournissent de nouveaux modules, ben, tout simplement, j'utilise un pipeline qui va venir copier le code en question dans l'environnement où il y a mes modules et mes modules seront chargés de façon dynamique et il suffira à mon utilisateur d'actualiser la page en fait pour voir qu'il y a un nouveau bouton qui apparaît. Alors ceux qui utilisent cette plateforme ici, c'est principalement les membres internes, en tout cas pour l'instant. Ce sont les membres internes de mon équipe, que ce soit pour réaliser les factures des clients ou les achats. Donc quand on veut se procurer un certain nombre de matériel, c'est dessus en fait que l'on gère directement cette partie-là. Donc pour nous, c'est vraiment un point essentiel parce que si on le perd, on sera pas bien du tout. Et on a également des outils qui nous permettent de faire des backups, donc on va dire, de cet outil-ci. Ben, c'est très important de garder à l'esprit que ce sont les données en fait de votre entreprise. Donc si vous perdez ça, vous risquez forcément ou probablement de perdre l'ensemble des factures que vous avez fait. Même si vous avez les mails, c'est bien d'avoir les mails, oui, mais ça ferait quand même très mal de perdre en fait tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez rentré comme information dans votre ERP. Parce que comme je vous l'ai dit, il gère vraiment tout. Donc, on ne peut pas s'amuser avec. Donc, quand vous allez sur une URL particulière, vous avez la possibilité de faire des backups directement de votre application. Et vous avez également des modules qui sont disponibles sur le store de Odoo. Parce qu'il faut savoir que Odoo a un store, un endroit où plein de développeurs proposent des add-ons. Parce que c'est aussi ce qui nous a plu en fait sur Odoo. C'est qu'on peut avoir plein d'add-ons dépendant de ce qu'on veut faire. Donc, vous avez des prix qui varient, hein, donc ça dépend de la fonctionnalité que vous souhaitez rajouter. Par exemple, les thèmes, il y a des thèmes, par exemple, qui sont payants. Il y a des modules comme celui de backup qu'on a dû acheter. Et voilà, des fois, vous avez des modules qui viennent plutôt tout casser. C'est pour ça que c'est important d'avoir des backups en amont pour pouvoir garantir que vous puissiez restaurer votre infrastructure si nécessaire. Donc, nous, par exemple, c'est cet outil-ci qu'on utilise pour faire nos backups. On peut faire des backups sur notre Dropbox, dans un dossier sur la machine, on envoie sur un serveur FTP, ou alors on envoie par exemple sur un Google Drive. Vous voyez, donc c'est ce module-ci qu'on utilise. Et il est très très bien fait. Donc il a du succès. Donc c'est grâce à ça qu'on backup en fait l'ensemble de nos outils. Donc voilà un peu comment est-ce que nous on arrive en effet à utiliser les notions de DevOps et d'IT pour mettre en place nos outils internes et assez rapidement. Vous devez toujours avoir à l'esprit que tout peut tomber. Donc, pensez à une solution de reprise d'activité si éventuellement vous avez un problème sur la plateforme. Nous sommes arrivés, les amis, au terme de cette formation. Mais sachez-le très clairement, ce cours sera vraiment mis à jour avec l'évolution de notre réflexion et l'évolution également des outils que l'on a mis en œuvre tout au long de cette formation. Mais il est important déjà de conclure pour récapituler tout ce que nous avons fait. Alors, pour rappel, le but de cette formation, c'était de vous montrer comment est-ce que le DevOps peut vous aider en effet à accélérer votre activité, à démarrer votre activité, comment est-ce que cela peut vous aider au quotidien. Et nous avons vu ensemble comment est-ce que le DevOps peut nous permettre de mettre en place notre site vitrine, de mettre en place notre outil d'ERP, de mettre en place notre outil de simulation, de mettre en place également notre outil de webinar, etc. Donc, à la fin de cette formation, vous devez être capable,
de vous lancer à votre propre compte, de créer votre startup et si vous avez besoin en effet d'outils pour gérer votre entreprise, ben vous savez comment le faire. Grâce notamment au DevOps, qui est une culture qui promeut la rapidité, l'agilité, l'excellence dans la délivrance de votre solution. Et je vous encourage à aller beaucoup plus loin. Si vous avez des remarques, si vous avez des apports par rapport à cette formation en termes d'outils, n'hésitez pas à nous écrire. Mais globalement, je sais qu'ici, il y a des informaticiens qui s'y connaissent en DevOps, alors cette formation représente une mine d'or pour eux afin de mieux comprendre quel est l'impact de l'IT sur la digitalisation de leur business, de leur entreprise. Et aussi pour les freelances qui vont chez les clients remplir des missions, alors ils verront concrètement ce qu'ils peuvent proposer pour résoudre, pour répondre à certaines problématiques. Au-delà de la partie technique, c'est pour ça que je ne suis pas rentré en détail sur les technologies. Non, on est plus sur les concepts, sur les principes et voir comment est-ce que le DevOps peut vous aider au quotidien. Donc c'était, on va dire, un réel plaisir de vous avoir dans le cadre de cette formation sur EasyTraining et je vous dis à très bientôt.